La représentation de l'objet, que Petrie avait placé dans l'interstice entre Codon et la Terre, avait laissé les deux humains bouche bée. « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ?» demanda Elisa, intriguée, en s'approchant pour mieux voir. On ne lui a pas encore donné de nom officiel. Petrie ramena l'étrange objet au premier plan et ajouta en regardant le professeur. « Tu pourras peut-être lui en choisir, hein, toi ? Je pourrais toujours essayer, si seulement tu m'expliquais ce que c'est. Ça fait longtemps que nos plus grands scientifiques se consacrent à ce projet. » Petrie se croisa les mains derrière le dos et se mit à marcher lentement à travers la pièce. Cet appareil est le résultat d'une série d'études qui excèdent en partie mes propres connaissances scientifiques. Et je peux vous assurer qu'elles sont remarquables, ajouta Atsakis, en tapant vigoureusement sur l'épaule de son ami. En quelques mots, il s'agit d'une sorte de système antigravitationnel. Il repose sur un principe qui est encore en cours d'étude, comme je vous le disais. Mais je peux essayer de vous le résumer brièvement et simplement. Je pense que ça sera beaucoup mieux, commenta Elisa. N'oublie pas que nous appartenons à une espèce qui, comparée à la vôtre, peut tout à fait être qualifiée de sous-développée. Petrie approuva discrètement. Puis, il s'approcha de la représentation en 3 dimensions de l'étrange objet et reprit tranquillement son explication. En géométrie, on définit cet objet comme un tore. L'anneau tubulaire est vide, et ce qu'on pourrait simplement appeler son espace central contient son système de propulsion et de contrôle. « Jusque-là, tout est clair, » dit Elisa, très impatiente. « Très bien. Voyons maintenant le principe de fonctionnement de ce système. » Petrie fit pivoter l'image du tore et en montra la partie intérieure. L'anneau est rempli d'un gaz, en général un isotope de l'hélium, qui porté à une température proche du zéro absolu, se transforme en un liquide aux caractéristiques bien particulières. Concrètement, sa viscosité devient pratiquement nulle et il peut circuler sans générer aucun frottement. Nous appelons cette caractéristique superfluidité. Là, je m'y perds un peu, dit tristement Elisa. En 2 mots, quand il est opportunément stimulé par la structure de l'anneau, ce gaz à l'état liquide peut se déplacer à l'intérieur sans aucune difficulté à une vitesse proche de celle de la lumière qu'il peut conserver pendant une durée théoriquement infinie. Stupéfiant, ne put que dire Jack, qui n'avait pas perdu la moindre syllabe de toute l'explication. « D'accord, je crois que j'ai compris cette fois, » ajouta Elisa. « Mais comment fera cet engin pour s'opposer aux effets de l'attraction gravitationnelle entre les 2 planètes ?» « Là, les choses se compliquent un peu, » répondit Petrie. « Disons que la rotation du superfluide à une vitesse proche de celle de la lumière génère une courbure du continuum spatio-temporel autour de lui, et cela provoque un effet antigravitationnel. »« Pauvre de moi !» s'écria Elisa. « Mon vieux professeur de physique doit se retourner dans sa tombe. »« Et ce n'est pas le seul, ma chérie, » ajouta le colonel. « Si j'ai bien compris ce qu'essaient de nous expliquer ces messieurs-là, il s'agit de renverser des théories et des concepts que nos scientifiques ont tenté d'analyser et d'étudier durant leur vie. Le principe d'antigravité a été théorisé plus d'une fois, mais personne n'a jamais réussi à le démontrer totalement. Nous avons devant nous, il indiqua l'étrange objet, la preuve que c'est réellement possible. Je serai un peu plus prudent, dit Atsakis, refroidissant un peu l'enthousiasme du colonel. Je suis en devoir de vous informer que cette chose n'a jamais été testée sur des corps aussi grands que des planètes, ou plutôt, nous avons essayé il y a 2 cycles, mais ça ne s'est pas exactement passé comme nous le voulions. Qui plus est, des événements que nous n'avions pas prévus pourraient se produire, et